va rentrer dans le vif du sujet, docteur Willem, puisque vous êtes l'auteur, on vous connaît, de nombreux livres. Et il y a ce dernier né, voilà, qui concerne les pollutions. Alors spontanément, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a interpellé au point de consacrer votre dernier livre à ce sujet-là en particulier? Eh bien, il faut savoir que l'homme, il est empoisonné. Hein, on est tous pollués. Vous regardez vos voisins à droite, à gauche, ils sont pollués. Il n'y a pas de jalousie à avoir. Hein. On est submergé par un déluge de pollution alimentaire, atmosphérique, environnementale et médicamenteuse. Alors quand on dit empoisonné, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'encrassage. Oui, vous êtes inondé, l'organisme est inondé par tous ces éléments agressifs et l'organisme doit réagir. Et alors, tout le système de protection, c'est-à-dire surtout immunitaire, se met en branle pour essayer de neutraliser tout cela. Et alors, depuis la nuit des temps, c'était de votre temps à vous, on est tous malades, quoi. Mais ça apparaît plus ou moins. Hein. Alors, quel impact sur notre santé? C'est-à-dire, concrètement, quels sont les désagréments auxquels aujourd'hui on est majoritairement confronté et qui, pour vous, ont pour cause justement ces pollutions? Mais il faut d'abord dire que par rapport à nous, on est dans les médecines naturelles, il faut savoir parler un petit peu du thème de la médecine classique qui, à l'origine des maladies, pour eux, c'est ou l'hérédité, la mode de vie ou vieillissement. Ils sont en dehors de la plaque, ils ne peuvent pas s'en sortir, tandis que nous, j'ai créé ce qu'on appelle un concept nouveau, un paradigme, si vous voulez, environnementaliste. C'est-à-dire que dès lors que tous ces éléments, on ne les évacue pas, eh bien, on est malade. Alors, c'est pour cela que j'ai fait un livre. On y va, donc on fait un point sur le bol d'air. Mais oui. Très rapidement, juste rappeler que l'oxygénation, c'est un besoin vital et que c'est l'antidote à toutes ces pollutions. Oui. Même dès qu'il y a de l'inflammation, dès qu'il y a une carence en oxygène, etc., et il y en a systématiquement dans toutes les pathologies. D'abord, l'inflammation, elle vous bouffe l'oxygène. Et tout le monde, dès que vous avez une pathologie, puisque l'organisme réagit, il chauffe l'organisme, donc l'inflammation, et déjà, ça éteint déjà l'inflammation. Vous avez, donc, et ça donne une oxygénation cellulaire optimisée. Alors, ça ne donne pas, parce qu'en général, quand on apporte des électrons, il y a toujours, on peut dire qu'il y a des stress, c'est-à-dire des radicaux libres. Il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment plein d'innocuité. Il n'y a pas de radicaux libres. Donc, c'est de l'orésine à partir de la résine de pin qui se transforme en huile essentielle de térébenthine. Alors, vous avez 4 modèles. Alors, le dernier, c'est un modèle, vous faites 2 fois 2 minutes par jour. Et là, vous récupérez ceux qui ont des bronchopneumo obstructives, toutes les bronchites chroniques, tout. Même les intestins, tout en profitent. Alors, quand vous dites qu'on est malade, c'est-à-dire concrètement, quels sont les désagréments auxquels on est confronté, qui ont pour cause justement ces pollutions? Et on a d'abord un mal-être. Hein. Il y a des fatigues, on a des fatigues inexpliquées, des insomnies. On a d'abord tous les organes sont atteints. Hein, du moment que tous ces agressifs, tous ces agresseurs sont véhiculés par le sang, donc automatiquement tous les organes sont atteints. Et bien on a toujours un organe qui est plus faible l'un que l'autre. Ça peut être une colite, ça peut être une histoire respiratoire, ça peut être. Et il y en a qui ont 2-3 organes. Bon. Et puis alors vous avez les grosses pathologies évidemment, les pathologies neurodégénératives. Vous avez aussi les maladies dégénératives comme le cancer, l'infarctus, etc., qui survient. Et puis vous avez des pathologies émergentes, dont certains certainement en ont dans la salle, c'est la fibromyalgie, les fatigues chroniques, les connectivites, comme syndrome de Raynaud, si vous voulez, le lupus cutané, tout cela, hein, et toutes les maladies auto-immunes. Il faut savoir qu'il y a 6 millions de Français qui ont des maladies auto-immunes, et il y a 55 de maladies auto-immunes ou hétéro-immunes qu'on a recensées. Malheureusement, la médecine classique n'a aucune parade. Ils ont mis un immunosuppresseur qui ne marche pas parce que tout le système immunitaire est emballé. Et alors à ce moment-là, il y a un débordement immunitaire qui va vous donner des maladies auto-immunes, c'est-à-dire que vous avez un organe en vous
qui vous agressent. Par exemple, je prends la thyroïdite d'Hashimoto, vous avez les cellules thyroïdiennes agressent l'ensemble du système. Or, il faut les rendre plus sympathiques dans l'organisme, c'est-à-dire les réconcilier. Et là, la médecine est inopérante. Et il y a 20% de femmes qui ont des hypothyroïdies. 20% qui sont fatiguées, etc. Vous voyez. Mais on en détecte 8 ou 10 parce que les laboratoires ne sont pas fiables. Mais quand vous avez des fatigues, vous avez le cholestérol qui monte alors que vous mangez normalement, vous avez le signe de Hertog, c'est-à-dire vous n'avez plus de sourcils, c'est mon cas là. Vous avez le canal carpien qui survient, alors on vous opère, mais les chirurgiens, ils ne vont pas vous dire que c'est l'hypothyroïdie. Ça ne rapporte rien. Alors donc, on vous opère alors qu'il faut soigner l'hypothyroïdie. Est-ce qu'on fait peut-être un petit point sur les maladies auto-immunes? Parce que j'imagine que vous êtes parmi vous, il y a beaucoup d'initiés, mais peut-être un petit point pour expliquer justement ces maladies auto-immunes. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. Vous avez la spondylarthrite, vous avez la polyarthrite rhumatoïde, vous avez l'hépatite. Il y a une hépatite qui n'est pas virale, elle est auto-immune. Vous avez le syndrome de Raynaud dont je vous ai parlé. Vous avez même maintenant qui sont hétéro-immunes la maladie d'Alzheimer, la maladie de Lyme, parce que toutes ces maladies qu'on traîne pendant des années, et comme il y a, je vous ai dit, un emballement immunitaire, automatiquement, donc vous tombez dans l'auto-immunité. Et on en découvre tous les jours. Moi, j'en suis à 53 ou 55, et voilà. Et il n'y a pas de livre, il est fait, je vais le sortir, parce que quand je fais un livre, en général, je ne vais pas faire un livre dont tout le monde a parlé. Par exemple, si j'ai fait les intolérances alimentaires, tout le monde parlait des allergies. Bon, mais sur 10 allergies, il y a 7 ou 8, ce sont des intolérances alimentaires. Ce n'est pas du tout les mêmes phénomènes. Les intolérances alimentaires qui peuvent vous donner des migraines. Alors, on vous soigne pour des migraines, alors qu'il suffit de supprimer les intolérances alimentaires, et ainsi de suite. Alors, on va revenir sur le sujet des pollutions, hein, parce que parmi tous ces polluants, il y a évidemment les polluants qu'on ne peut pas maîtriser, hein, ça fait partie de l'air atmosphérique qu'on partage tous collectivement, puis il y a les polluants sur lesquels on a une marge de manœuvre, et c'est justement sur ce sujet-là qu'on va aujourd'hui partager avec vous les moyens d'agir et de réagir. Alors, on va commencer déjà par le premier d'entre eux, c'est un sujet quotidien qui nous concerne au quotidien et même au-delà 3 fois par jour, c'est l'alimentation. Oui, donc il y a le ravage de l'alimentation industrielle, parce que toute cette alimentation a subi donc des mutations. Hein, c'est évident, parce qu'on y met dedans tous les produits comme des additifs, des hormones, des médicaments. On donne même les produits qu'on donne aux animaux et aux végétaux. Et en plus, on donne des désherbants. Donc vous connaissez le glyphosate, dont on parle actuellement, qui donne des lymphomes, des myélomes, des avortements et des cancers. Et puis vous avez les pesticides qu'on appelle les phytosanitaires, c'est les fongicides, les insecticides. Il y a 500 molécules disponibles. Bon, alors qu'on ne cherche pas après. Et puis je dois vous avouer tout de suite qu'au niveau politique, etc., on ne veut pas les identifier et signaler qu'elles sont péjoratives, parce qu'il faut 200 millions pour analyser un produit. 200 millions, alors on dit non, on ne peut pas, alors vous continuez donc à en prendre. C'est évident. Hein. Alors c'est intéressant de parler de l'alimentation, parce que c'est ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'elle est finalement à l'origine de 80% de nos maladies. Oui. Donc c'est vraiment socle, c'est vraiment l'alimentation qui nous construit au sens le plus large du terme. Oui, alors les conséquences donc de cette malbouffe, c'est d'abord, ça génère une dysbiose. N'ayez pas peur, la dysbiose, je vais vous expliquer. C'est un petit peu, et ça porte aussi un autre nom, je l'appelle le microbiote, c'est-à-dire que l'intestin, surtout l'intestin grêle, qui recèle tous les éléments pour vous protéger, eh bien, il est perforé. La muqueuse intestinale, elle est perforée, elle fait des petits trous. Et dans les petits trous, passent tous les débris alimentaires, tous les virus, tous les antigènes, en plus des pesticides. En plus. Donc, à ce moment-là, l'organisme se défend et génère donc toute une stratégie avec les macrophages, enfin tous les polynucléaires, etc., les lymphocytes, se mettent en branle pour essayer de les neutraliser. Alors vous avez
le carrefour ORL, c'est-à-dire tous ceux qui ont des sinusites, qui ont des laryngites, qui ont les oreilles bouchées, etc. C'est quoi le problème? C'est les intestins qui sont intoxiqués. Alors vous allez voir un ORL, il va vous donner des vasoconstricteurs qui va aggraver la situation, alors que tout simplement, les toxines qui sortent des intestins, elles ont 40 cm à faire. Donc elles ne vont pas faire le trajet qui fait 8 mètres, donc elles sortent par en haut et ça vous donne des sinusites, etc. Donc il faut traiter les intestins, il faut donner des pré- et probiotiques, il faut donner par exemple de la propolis brune qui désinfecte, ou bien de la chlorophylle, enfin, etc. Il faut nettoyer donc vos intestins et vous verrez, le carrefour ORL va se dégager. Donc ça fait partie des signaux justement avant-coureurs. Oui. Dès lors qu'on est sensible de la sphère ORL, le point de départ, il est au niveau de l'intestin. L'intestin, c'est la première barrière. On a 5 barrières pour nous protéger. La dernière, c'est la barrière hémato-encéphalique, qui est faite d'astrocytes et de cellules gliales, celle qui vous protège de tous les antigènes. On va peut-être expliquer, parce que c'est quand même des mots très scientifiques et techniques, là, quand même. Je vais vous expliquer. Donc, la première barrière, la deuxième, c'est le sang, qui a des monocytes, etc. Vous avez le tissu réticulo-endothélial, mais enfin, ça, c'est un terme pour les médecins. Vous avez les cellules endothéliales et vous avez la barrière hémato-encéphalique, c'est la dernière. Et alors après, qu'est-ce que ça vous donne quand elle est complètement dépassée? Ça vous donne des grandes, suivant les récepteurs. Les récepteurs, c'est sur les cellules, vous avez comme des petits godets qui vont recevoir un message pour passer le message dans les cellules. Bon, alors quand c'est débordé, ça peut donner la sclérose en plaques, ça peut donner la sclérose latérale amyotrophique, qu'on appelle la maladie de Charcot, ça peut donner l'Alzheimer, la plus connue, et le Parkinson, qui est dopaminergique, etc. Bon, on connaît ça par cœur. Et je reparlerai tout à l'heure de l'Alzheimer, parce que j'avais un site en dehors de ma lettre où j'ai dit que Alzheimer égale maladie iatrogène. C'était un peu difficile, hard à accepter. Ça voulait dire que c'est les médecins qui nous mettent. Pourquoi? Parce que l'organisme, il ne supporte pas ce qu'il ne reconnaît pas. C'est pour ça que le docteur Seignalais a fait donc un régime hypotoxique, c'est-à-dire qu'il faut revenir à une alimentation originelle, dans laquelle il n'y a pas de laitage, etc. Et ça, il faut les connaître. Et j'en donne, quand certaines maladies inguérissables, on donne le régime de Seignalais, qui est un peu difficile à mettre en route. Alors, à partir de là, donc, il faut savoir, donc, la dernière, elle est dépassée, et malheureusement, on arrive à les traiter. Hein. Mais quand vous donnez, par exemple, la maladie d'Alzheimer, on donne la donépézil, c'est le premier médicament qui donne l'Alzheimer. C'est un produit chimique. Tous ceux, par exemple, qui ont de l'ostéoporose, on donne des biphosphonates. Jamais vous n'avez vu quelqu'un guérir d'ostéoporose. C'est là que ça attaque la muqueuse, ça fait des petits trous, et le calcium, il se barre par les petits trous. Jamais vous serez guéri avec ça. Les IPP, ceux qui ont des gastrites, des reflux gastro-intestinal, des gastrites, on donne des IPP, inhibiteurs de la pompe à protons. C'est-à-dire que l'on vous supprime le pH, on le ramène à 5, hein, et alors à partir de là, on vous supprimez les enzymes. Les enzymes ont besoin d'être dans l'acidité. Alors ça crée des ravages, ça vous crée même un diabète artificiel parce que ça bloque l'insuline qui n'est plus fonctionnelle. Enfin, je ne veux pas trop rentrer, c'est dans mon livre, vous verrez tout ça. Enfin, l'intestin, c'est un organe important parce que c'est une porte de sortie aussi pour éliminer aussi les polluants. Sortie, oui. Voilà, d'entrée et de sortie. Ouais. C'est le premier des émonctoires. Je parlerai tout à l'heure des émonctoires, qu'il faut vraiment lever les émonctoires, c'est-à-dire ouvrir les portes de sortie. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'homéopathie, elle a moins d'effet maintenant parce qu'on est tous, il y a un terrain qu'on appelle la psychose, c'est-à-dire on est tous encombrés et alors on gonfle, on a de la cellulite, etc. Et le médicament, c'est Thuya. Alors vous en avez ceux qui sont dans ce cas-là. Moi, je donne du Thuya. En combien de CH? En 7 CH et en 15. Et alors, vous perdez 20 litres en une fois. Ou alors, si vous, en plus, parce que l'homéopathie, c'est très subtil, si vous ne supportez pas l'eau, c'est natrium sulf. Alors, vous perdez 10, 20 litres comme ça, et ça vous coûte 10 €.
Mais ça n'intéresse personne, 10 euros. Les gens vont dire, c'est pas avec 10 euros, c'est un miracle. Ça n'intéresse pas on est à Lourdes ou quoi les industriels, mais ça intéresse les consommateurs. Ça intéresse les consommateurs. Ça s'appelle la psychose. Il y a plusieurs, on appelle ça des terrains, c'est-à-dire des diathèses. Il y a donc, c'est surtout il y a l'absor, où vous éliminez bien. Il y a l'absor qui est lente et active. La lente, c'est-à dire que vous faites des boutons et tout, mais ça sort par la peau. Et la rapide, ceux qui sont sulfures, alors là, vous éliminez, là, vous avez un visage rouge, bon, ça, vous éliminez bien. Vous allez à la selle tous les matins, tous les émonctoires sont libérés. Vous prenez, si vous êtes sulfure en homéopathie, vous pouvez être centenaire. Il suffit de prendre sulfure 9CH, ça protège le cœur, etc. Ça vraiment, ça élimine tout. Si vous avez le bonheur d'être sulfure, j'en ai vu 2, 3. Comment on le sait, ça, finalement? Non, parce que quand vous êtes... Il y a un terrain, il y a... Mais non, c'est des gens qui sont assez rouges, et on le voit. Puis c'est des gens qui vous abordent, etc. Donc c'est un tempérament, c'est partie des tempéraments. C'est un terrain. Voilà, c'est un terrain. Et eux, ils vont vivre 100 ans. Parce que le sulfure va les protéger complètement. Si vous avez ce bonheur... J'en ai vu 2, mais je ne l'aurais pas dit quand même, parce qu'il y aurait trop de monde. Tout d'un coup, on a tous envie d'être rouge, là, parce que là, on sait que ça serait sulfure et qu'on pourrait être centenaire. Oui. Bon, alors, de toute manière, vous inquiétez pas. On fait un constat, un état des lieux, et ensuite, évidemment, on va vous donner des clés et des solutions. Ça, c'est important. Donc, est-ce qu'on a fait un tour d'horizon pour ce qui concerne l'alimentation? Ça, on a bien compris que c'est un des premiers piliers sur lesquels on a une marge de manœuvre, et là, il faut optimiser pour justement éviter les pollutions. Oui, oui. Mais il y a autre chose. Il y a en plus, par exemple, la maladie de Crohn, vous avez entendu parler. Il y a la rectocolite hémorragique qui est quand vraiment vous avez irrité la muqueuse avec toutes ces saloperies. Et il y en a un paquet qui ont ces pathologies-là, qu'on guérit bien en médecine naturelle. C'est facile. Vous avez en plus les hémopathies puis les cancers. Ça, c'est évident parce que tout cela, ça crée des mutations au niveau des chromosomes. Et puis, en dernier lieu, ça dépend si vous avez de la chance. Il y en a que ça prend une bonne voile. Vous êtes pollué, bon, ça va. Vous avez une sale peau, etc. Bon, on arrive à vivre avec une sale peau. Ou bien, vous avez des troubles intestinaux. On appelle des troubles de transit. Bon, colmate. Avec, mais alors, pas de chance, là, quand vous allez vers le cancer. Et c'est pour ça que quand vous vous faites soigner par la médecine classique, vous vous retrouvez tout de suite avec de la chimio, etc. On est en dehors de la plaque. Ensuite, la chimio, il faut savoir qu'il y a 8 médecins sur 10 qui refusent la chimio si ça leur arrive. Puis vous avez des produits qui vous donnent un cancer. Si vous ne l'avez pas, ils vous achèvent. J'espère que dans la salle, personne n'est soigné avec Avastine. Il y en a quelques-uns comme ça. Plus, après, vous allez voir, on va parler des perturbateurs endocriniens. Vous allez voir le paquet de pathologies qu'il y a. Et dans la salle, il y en a qui sont atteints de... Rien que, par exemple, un syndrome prémenstruel. Vous avez peut-être connu ça dans votre vie. Mais il y en a, vous verrez, qui sont un peu plus importants et qu'on a du mal à soigner. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir une alimentation non polluante ? Est-ce que oui. c'est encore réaliste finalement? Ce que vous disiez, voilà, il y a les métaux lourds qui tombent sur les végétaux. C'est-à-dire que le problème, il est avant, avec les métaux lourds qui tombent sur les végétaux. Il est après, avec les cache-misères des industriels. Est-ce que c'est possible? Il faudrait vivre à la campagne, avoir son petit jardin, et puis on fait son compost. On a ces petits, comment on peut appeler ça, la volaille, du lapin. Oui, sinon le bio. Donc ça veut dire que finalement, quand on est dans une grande ville, pour mettre finalement la chance de son côté, ça serait plutôt la garantie d'un label bio. Bio, parce que vous voyez, on était les derniers en bio, et maintenant on est les premiers en Europe. On fait, 10 ans, on avait 1,5%. À l'époque, alors c'est quand même bizarre, à l'époque, donc ceux qui en faisaient, eh bien, le paysan à côté qui n'en faisait pas, il foutait le feu à la grange de celui qui en faisait. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Moi, je regarde les journaux quand même pour être au courant. Et maintenant, on est 6%. 6%, et il en manque encore, donc on en fait venir, je ne sais pas de quel pays. Donc on y est, mais j'ai une faculté de médecine naturelle et j'ai une élève qui veut faire sa thèse pour attaquer le bio parce que ce n'est pas complet. On a le droit à 15% de non-bio. C'est hypocrite comme notion. En plus, par exemple, moi qui aime bien un petit peu un coup de vin, en bio, il y a encore un peu de sulfite dedans.
Et c'est pas bon, quoi. Vous voyez, c'est pas absolu. Mais enfin, moi, je vous conseille, prenez bio. Puis alors, si vous n'êtes pas loin de la campagne, profitez-en. Puis maintenant, je crois qu'on on va à domicile, on vous livre à domicile, ou on va dans des fermes, comment ça s'appelle ce système-là, où on va. Voilà, des exact. coopératives. Et c'est accessible, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Donc il faut verser, sinon. Alors ça, il y a le label bio. Est-ce qu'il y a une manière aussi de s'alimenter? Est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut éviter? Parce que par principe, même s'ils ne sont pas pollués, ils peuvent intoxiquer finalement le corps parce que pas en cohérence avec ce que le corps attend. Oui. Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier ou peut-être d'autres justement à éviter parce qu'ils sont contraires finalement à ce que le corps peut capter, peut assimiler? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le matin, il ne faut jamais prendre de sucre, de viennoiserie, pas avant 13 heures. Pourquoi? Parce que si vous prenez du sucre, des glucides, vous allez bloquer le tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui monte directement au cerveau. Et le tryptophane donne lieu à la sérotonine. La sérotonine, c'est la satiété, le bonheur, le besoin de faire l'amour, etc. Bon. Alors, la sérotonine stimule la mélatonine qui vous fait dormir, et la mélatonine stimule la leptine qui module votre poids. Alors, il ne faut pas rater cette histoire-là. D'accord, donc pas avant 13h, mais après 13h, on y va, quoi. À 13h, vous faites jusqu'à quelle heure? Parce que là aussi, il faut respecter des créneaux. Non, après, non, c'est les... Et alors, comme quoi, vous voyez, nos paysans, avant qu'ils nous envoient des trucs pollués et tout, étaient intelligents. Si vous allez dans les fermes, ils mangent des protéines lipides le matin. Et moi, qui voyage bien depuis 40 ans, je vais dans des hôtels, et je vois les Américains, ils mangent des œufs, ils mangent du jambon, etc. Alors que nous, les Français, c'est des croissants. On mange des croissants et du pain, des gâteaux, des brioches et tout. On est en dehors. Il faut respecter, il faut voir l'intérêt de toute cette approche culturelle. Gras et plutôt salé. Plutôt gras et salé maintenant. Vous pouvez même prendre quand même du beurre, parce que le cerveau, c'est du gras. Il faut lui donner du gras. 20 grammes de beurre, ça c'est bon. Et puis jambon, les œufs, c'est bon. Sauf si vous avez comme moi une intolérance au blanc d'œuf. J'ai une intolérance, mais que j'ai vaincue. Non sans mal. Et alors à partir de là, donc on est bien, quoi. Il y a des petites choses à respecter, quoi. Et il y a des aliments à éviter que le corps n'assimile pas par nature, par essence. Le plus grand truc qui est un barbarisme au niveau alimentaire, c'est le café au lait. Le mélange du lait. Le café au lait. Je vois qu'il y a des amateurs là. Café au lait, je vais vous dire. Est-ce que c'est la même chose pour le thé? C'est dès lors qu'on ajoute... Non, rien à voir, c'est pour le café. Le thé, alors déjà, ceux qui sont en psychose sont attirés par le thé. Ah, c'est quoi ça? La psychose dont vous ne suivez pas, vous. Hein. Si, mais des termes techniques quand même. Là, il faut expliquer. La psychose, c'est-à-dire qu'on est engorgé, on est l'eau, pollué. c'est ça? C'est quand on est engorgé d'eau? Non, on gonfle, on est plein de flotte, si vous voulez. Donc engorgé d'eau, oui. On est gorgé d'eau, oui, enfin c'est l'eau. Oui. La flotte. Je n'en boirais pas. Hein. Oui. Et alors, à partir de là, donc vous êtes en psychose, et puis, je vous dis, les médicaments homéopathiques marchent moins parce qu'il faut lever les émonctoires. Alors, ça, on a bien compris pour le café au lait. Donc, alors, le café au lait, c'est atroce, c'est un mélange, c'est incroyable. Je vous dis, quand j'étais en pension chez les bons pères, j'étais dernier de classe parce que je buvais mon café au lait et je bâillais toute la matinée. Et quand vous bâillez, on n'entend rien. Alors j'étais dans les derniers, puis après, oh punaise, je suis redevenu monté en flèche. Alors c'est quoi le problème pour l'organisme? Il ne faut pas en prendre, c'est pas bon. Oui, non, mais pourquoi? Parce que le lait, d'abord, le lait. Alors là, il faut qu'on arrête à 8 heures. Hein. Non, mais c'est pour ça, oui, mais action, réaction. Bon. Alors, je vais vous expliquer, c'est quand même important que je vous l'explique. Ouais. C'est pas bon de prendre du fromage et du lait, surtout le fromage. Pourquoi? Brebis, chèvre, tout? Oui, tout. Pourquoi? Parce que les caséines, on dit les caséines du lait, c'est 80% de phosphoprotéines, 80%. Celui de notre maman, c'est 10%. Hein, c'est bizarre. Autrement dit, c'est fait pour le veau. Le veau, il a besoin de peser 300 kilos après 4 mois. Donc, et le taux énorme de phosphoprotéines, le phosphore est couplé au calcium. Mais quand il y a trop de phosphore, il neutralise le calcium. Le calcium,
il est à l'origine de tous les neurones médiateurs. Les neuromédiateurs, c'est la communication dans votre corps. Et elle est supprimée. Et en plus, c'est la vie. Le calcium, c'est la vie. Alors, on donne du lait, ce qui est paradoxal, pour avoir le taux de calcium, et c'est le contraire qu'il faut. Est-ce que vous avez compris? Il y a trop. Alors, on me dit, il faut prendre du lait de brebis, etc. Pourquoi? Parce qu'on a fait de l'anthropomorphisme. Je vais vous expliquer le mot. C'est-à-dire, bon, la brebis, c'est elle qui a à peu près le même poids que nous, et malheureusement, il y a un équilibre, on dit phosphocalcique. L'équilibre, c'est 2,2 à 2,5. Et le meilleur équilibre par rapport aux animaux de la ferme, etc., c'est celui de l'ânesse, 1,90. Ensuite, celui de la vache, 1,70. Alors donc, ça veut dire que le taux de phosphore est encore élevé. Et les plus terribles, c'est la chèvre et la brebis, c'est 1,30 et 1,40. Donc c'est pire que... Bon. Le lait de vache. Et pourtant, c'est pas a priori le discours qui est aujourd'hui, qui est partagé, qui est divulgué. Alors, je reçois beaucoup de lettres, parce que j'ai ma lettre que certains sont inscrits, de paysans, mais je suis triste pour eux, qui me disent il est bio, etc. Mais il faut vérifier si vous n'avez pas une intolérance à la caséine. Alors, pour tous ceux qui ont des enfants qui sont un peu turbulents, etc., il y a un examen qu'on appelle la peptidurie. La peptidurie, ça coûte 40 €, ça vous évite de faire l'Immupro qui coûte 400 €. C'est essentiel parce qu'on voit les intolérances aux caséines et au gluten. Et alors, il faut avoir moins de 40. Et alors, si ça monte, ça explique que votre enfant, il est turbulent, etc. Donc, vous le mettez au régime et ce n'est pas la peine de le mettre à la Ritaline et puis en psychothérapie, etc. Bon, alors c'est vrai que l'alimentation, on pourrait en parler pendant des heures, tellement c'est un sujet passionnant et qui a matière à discuter, à partager. On va poursuivre maintenant, c'est sur les métaux lourds. Parce qu'eux aussi, on a le sentiment qu'ils sont finalement au cœur de notre vie quotidienne, qu'ils sont partout et que c'est aujourd'hui quand même très difficile d'y échapper. Et ils malmènent véritablement le bon fonctionnement du métabolisme et de l'organisme. Alors on fait un point maintenant sur les métaux lourds. Alors l'industrie, elle largue dans la nature, donc dans l'eau et l'air, plein de métaux lourds. Donc vous avez l'alimentation polluée, puis on peut déjà mettre nanoparticules, dont je vais en parler un mot tout à l'heure. Voilà, parce que ce sont des petits métaux lourds, les nanoparticules. Petits. Alors vous avez les amalgames dentaires, dans lesquels il n'y a pas que du mercure, il y a de l'étain et de l'argent. Vous avez tous les médicaments, les vaccins, l'aluminium, enfin, il y a 7 produits. Si ce n'est pas l'aluminium, c'est un autre. Pourquoi on vous donne ces saloperies? C'est fait exprès, parce que si on vous donne le vaccin simple, c'est-à-dire que vous n'arriverez pas à stimuler l'immunité. Donc on le booste avec des saloperies, l'organisme réagit pour que ça soit efficace. Parce que sinon, ça marche à 60%, il faut l'atteindre 80%. Et en plus, il faut que 80% des gens soient vaccinés. Alors, je ne devrais pas vous le dire, mais enfin, faites vacciner les enfants des voisins et vous allez en profiter. C'est un peu pas très correct de ma part. Bon, alors, ça, c'est des petits tuyaux qu'on connaît. Bon. Et alors, donc, vous avez, dans les cigarettes, il y a du cadmium. C'est une usine chimique, la cigarette. Vous avez donc les vaccins, surtout le ROR, etc. Dans les légumes, les carottes non bio, il y a 400 mg par kilo de carottes par 400 mg d'aluminium dans les carottes. Vous vous rendez compte? Pourquoi dans les carottes en particulier? Pourquoi non, parce que peut-être qu'il y a eu des capteurs, enfin ça s'adapte plus facilement à cause peut-être de la racine. Peut-être on ne l'a peut-être pas analysé chez, je ne sais pas, chez les autres, les patates ou je ne sais pas quoi. Un pouvoir de captation supérieur peut-être aux autres. Il y a ça, donc les poissons, alors là, tous sont pollués. Même on nous dit, voilà, c'est en avançant dans la chaîne finalement des poissons, on dit que plus particulièrement le thon. Alors tout le monde nous dit qu'il faut prendre des petits poissons comme les sardines. Les sardines aussi sont concernées? Il y avait on dit les chaînes, les poissons froids, etc. Non, maintenant tout le monde est contaminé, même les... Peu importe la taille du poisson. Même les petits. Et alors, ce qui fait que vous avez donc... je vais vous donner un exemple parce que c'est assez grave pour les poissons. Vous avez par exemple même les ours polaires, ils sont contaminés. Les ours polaires,
Donc, mais j'en reviendrai tout à l'heure quand on va parler des perturbateurs endocriniens. Ils sont pollués, etc. Et vraiment, c'est dramatique, hein. Et donc, il y en a partout. Et vous faites le test qu'il faut faire, c'est la porphyrine, pour savoir. Sinon, les naturopathes ont l'oligoscan. Pour savoir quoi? Le taux de métaux que vous avez. Ah voilà, d'accord. Ouais, Ça, c'est un test qui est fiable pour savoir, justement, pour faire un dépistage, pour savoir si notre corps est engraissé de métaux lourds. Ça, c'est le test. Je sais que dans la salle, il y a des naturopathes qui en ont, mais enfin, il y en a qui, parce que, évidemment, deviens le syndicat des médecines alternatives, toutes les plaintes m'arrivent, alors il y en a qui disent vous, docteur, attention à l'oligoscan, c'est un truc, c'est bidon, c'est que suivant votre âge, on vous donne tant de taux de métaux lourds. Alors moi, comme j'ai un âge assez avancé, on m'a dit que tu as 90% de métaux lourds. Et alors, si vous y allez, si vous êtes plus jeune, c'est 30%. Mais il y en a qui ont farcé un petit peu pour voir comment ça marchait, puis il y en a qui sont tombés dans le panneau, quoi. Bon, un petit appareil comme ça, mais je demande à voir, quoi. Je ne peux pas vous le dire, c'est ce qu'on m'a dit, quoi. Et sur le poisson, c'est-à-dire que vous disiez que même les ours polaires sont concernés. Est-ce que finalement, il faut mieux maintenant acheter du poisson d'élevage que sauvage? Il faudrait s'y mettre, hein. Maintenant, je crois que tous les gens sont au courant quand même de ces choses-là. En termes de sécurité pour la santé, oui. Pour vous, vous allez plus naturellement vers de l'élevage que du sauvage. Si l'élevage est fait dans les règles de l'art, évidemment. Qu'est-ce qu'on leur donne? Si on vous donne un petit peu des produits carnassiers, etc., on a connu les vaches folles, etc., mais il faut être raisonnable. Mais si ça commence, certains le font. Les métaux lourds neutralisent les oligoéléments. Vous savez ce que c'est que des oligoéléments, hein, cuivre, etc. Et alors, les oligoéléments sont nécessaires aux enzymes et elles sont bloquées. Alors quand on bloque les enzymes, comme les peptidases, ça veut dire qu'ils fragmentent, c'est une enzyme qui fragmente les peptides, c'est-à-dire les protéines, pour en faire des acides aminés, des sérotonine, etc. À partir de là, donc, le gluten et la caséine qui sont mal digérés sont transformés en dérivés de structures proches des opioïdes, c'est-à-dire que ça va vous donner. Pour le gluten, ça va être la gliadimorphine, c'est-à-dire c'est un opiacé, et pour la caséine, les fromages, casomorphine. Alors, ce qui fait que, suivant la quantité que vous avez, etc., votre sérotonine flotte et vos enfants, ils ont des troubles du comportement. Donc, tout simplement parce que les métaux lourds bloquent donc, les oligoéléments qui sont nécessaires, et si vous les supprimez, les peptidases, toutes les enzymes, la désaturase, il y en a d'autres, ne travaillent plus. Si on fait un point sur le mercure, parce que tous, a priori, à un moment, on a eu des amalgames dentaires à base de mercure. Alors aujourd'hui, on nous dit que c'est possible, selon un protocole, de pouvoir les retirer. Alors après, on n'est pas exempt, parce que c'est volatile, etc. Comment on gère cette affaire de mercure aujourd'hui qui est présent finalement chacun de nous? Alors c'est le plus neurotoxique de tous les métaux toxiques, hein. Il est omniprésent à l'échelle planétaire, hein. Il est contenu dans les rejets industriels, dans les pesticides organomercuriels, dans les amalgames dentaires, les vaccins, on en a parlé, dans les ampoules fluocompactes, le néon, etc. Bon, alors ça pollue donc les sols, le sol, l'air, les nappes phréatiques, les cours d'eau, les micro-organismes aquatiques comme le plancton, les algues. Alors ça va synthétiser un méthylmercure organique qui est hautement... C'est juste pour confirmer, voilà. C'est pour vous dire que c'est en accord et que le ginkgo biloba va nous aider à contrer le mercure. Alors il est tombé vers moi, ça veut dire, papy, il va falloir que tu prennes du ginkgo. Ton cerveau est bloqué. Ouais, d'accord. Laisse-moi encore quelques années. Tiens, il y a votre fan club qui dit pas encore. Ah, c'est gentil. Ça, c'est le cri du cœur. Hein. Ça, c'est gentil. Oui, mais enfin, de temps en temps, le cognitif, on a pris un coup par moment. Alors, donc, ça contamine les poissons, les crustacés. Ça génère donc toutes les maladies neurodégénératives. Et on se souvient, par exemple, à l'île de Guam, il y avait des gros mangeurs de poissons parmi les Japonais, et ils ont fait ou maladies Parkinson, sclérose latérale amyotrophique ou démence. Plus qu'il y a 40% d'Alzheimer. Vous voyez,
Pourtant, les Japonais, c'est l'espérance de vie la plus longue au monde, mais à cette époque-là, alors ça n'a pas changé. Je pense qu'ils font un effort. Puis alors vous avez l'île d'Okinawa qui jeûne. On pourrait parler tout à l'heure du jeûne, ouais. mais malheureusement, comme ils sont les seuls, et puis que les jeunes avec leur, comment on appelle ça, les portables et tout. Smartphone. Ouais, bah oui, ce que vous dites là. Ou les tablettes. Ouais, Voilà. c'est bon. Et alors, ces jeunes-là, ils voient qu'ils sont les seuls, alors ils abandonnent et ils retrouvent les mêmes maladies que tout le monde. Tandis qu'à Okinawa, il suffisait de manger 80% moins, on procédait à une réduction alimentaire, ils étaient en bonne santé. Pour ce qui concerne les amalgames Ah, dentaires, alors, c'est-à-dire que, est-ce qu'il faut les retirer? Comment vous appréhendez justement cette problématique une fois qu'on l'a dans la bouche? En plus, c'est Ouais. proche des organes vitaux. Comment on gère ça? Alors, il faut, sous une stricte condition donc, d'aspiration de ces vapeurs toxiques. Mais ça ne peut être qu'efficace si vous retirez tous les allergènes alimentaires. Parce que c'est bien beau de retirer un élément, mercure et tout. Si vous êtes envahi, vous ne verrez pas les effets. Vous en verrez un peu, mais il faut vous débarrasser de tous les agresseurs. C'est pour ça que je ne vois pas comment, en un quart d'heure chez le médecin, comment on peut faire le tour de l'histoire. Il faudrait, ce que je préconisais à un moment donné, un week-end. J'avais proposé ça à un moment donné au showbiz, en plaisantant, en disant, moi, je pars avec eux le vendredi soir, le lundi matin, vous avez votre pathologie et vous avez votre traitement. C'était de la plaisanterie, mais j'ai eu un courrier incroyable. Hein, on allait, je sais pas, au Baléares, et puis, parce que c'est facile, en 2-3 jours, on fait le tour des gens, on a le temps. Hein, et puis bon, mais là, en 15 minutes, le médecin, il analyse par rapport à vos analyses, il voit, bon, si on voit que les leucocytes sont à 10 000, il y a une infection, on vous donne un antibiotique. Ils n'ont pas vu que le taux, s'il y a un taux d'éosinophile qui est grimpé, ça veut dire que vous avez de l'asthme, vous avez de l'allergie ou des vers ou un début de cancer, alors que c'est un examen facile à lire, quoi. Vous voyez, puis il faut regarder tout de suite l'AVS. Il y a deux, c'est-à-dire l'état inflammatoire. S'il y a un état inflammatoire, c'est un début de pathologie. Si vous voyez votre VS qui atteint 15 ou 20, et si vous avez la C-réactive protéine qui grimpe à 10, on n'est pas. En plus, il a un impact au niveau cardiovasculaire, C-réactive protéine. Et je me souviens, j'avais fait par hasard à un acteur, il avait C-réactive à 10, il était à la veille d'un infarctus. Et je l'ai rappelé, il était parti tourner en Espagne, je l'ai appelé, etc. Et il m'a dit, oui, je te remercie parce que j'allais y passer. Donc il faut faire ces analyses-là, mais il faut savoir les interpréter. Et malheureusement, vous payez, puis vous ne savez pas les interpréter. Alors, anticiper, interpréter, c'est-à-dire qui peut les interpréter finalement pour nous? C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait la démarche d'aller faire une analyse, on va voir quelle profession, les médecins de terrain, quoi, les médecins de terrain, les médecins sérieux. Mais enfin, normalement, il faudrait... Moi, si je vous examinais, moi, il faut 3 heures, quoi. Hein. Bon. On met à la place, les dentistes, ils disent, bon, on ne va plus mettre des métaux, mais ils mettent des composites. Mais qu'est-ce que c'est que des composites? C'est des matières plastiques. C'est à base de métacrylate. C'est une résine acrylique, comme le bisphénol. C'est neurotoxique, allergisant et mutagène. Donc, ceux qui ont des composites, essayez de dormir cette nuit. Hein, puis après, faites le nécessaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui existe et qui peut être une alternative? Oui, il y en a. Il y a des produits naturels, ça c'est évident. Enfin, naturels qui ne sont pas agressifs. Il y en a qui sont moins agressifs. Mais dès lors qu'on vous met quelque chose en bouche qui est étranger, c'est plus ou moins... Ça c'est évident. Mais ce n'est pas votre cas, vous avez des bonnes dents. Vous. Oui, c'est vrai. Parce que je vous vois, C'est vrai, ouais. J'ai cette chance-là, un bon héritage familial. Alors, merci papa, merci maman. Maman. Voilà. Alors, nanoparticules, Ah, oui. un point, parce que ça aussi, alors là aussi, il y a une dangerosité, parce que c'est vraiment les petits métaux lourds. Donc ça, vraiment, c'est capté par l'organisme. Il y a vraiment une capacité de pénétration qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus puissante. C'est vrai. Alors, mais c'est de l'ordre aussi des métaux lourds, mais en petit. Hein. Donc, dans 1 millier de produits, on en trouve. Hein. On en trouve dans les cosmétiques, dans les crèmes solaires, dans les emballages, dans les automobiles, dans les peintures, textiles, antitranspirants, additifs. Alors, ils mesurent entre 1 et 100 nanomètres. C'est-à-dire que l'ADN, c'est 2,5
nanomètres, l'ADN. C'est-à-dire qu'ils sont du niveau de notre génétique, de notre reproduction, etc. Vous voyez, en cas d'effet mutagène, comme pour l'OGM qu'on a attaqué, qu'on va avoir les premiers effets, parce que ça date les OGM de la 25 ans. Comme des fois c'est une génération ou deux, comme le distilbène. Le distilbène, il y a encore des gens qui ont des conséquences du distilbène, qui n'a rien à voir. C'est une hormone qu'on va revoir. Alors, vous avez... Donc ça passe à travers donc, les barrières de l'organisme dont je vous ai parlé. Et malheureusement, ça traverse les stations d'épuration. Vous savez qu'il y a des stations d'épuration qui sont chargées donc, de filtrer tout cela. Ça passe. Donc, ça, vous en retrouvez dans la Seine, vous en retrouvez même dans nos nappes phréatiques. Hein. Alors donc, et dans les organismes aquatiques. Donc, vous voyez, même il y en a aussi donc, dans les poissons, en plus des métaux lourds. Alors, comme exemple, c'est surtout, par exemple, le dioxyde de titane. Hein, il y en a dans les bonbons, dans les dentifrices, dans les shampoings, dans les crèmes solaires et les emballages. Donc, on en prend, tout le monde prend des bonbons, tout le monde prend un dentifrice. Alors, le dioxyde de silice dans le café, sucre, soupe. Et puis le nano-argent, l'argent en principe en oligo-éléments, c'est un biocide, c'est-à-dire c'est un désinfectant. Pourquoi les nanoparticules, on les trouve dans ces produits? C'est-à-dire, quel est l'intérêt pour les industriels? Ben on a bien compris que ce n'est pas dans notre intérêt, mais pour les industriels, pourquoi tout d'un coup on décide de mettre... C'est pour vous donner une belle couleur, c'est pour vous faire par exemple... Une conservation? Pour les croissants, ça vous donne quand vous circulez dans la rue, il y a un goût de croissant, vous rentrez tout de suite à la pâtisserie. Et ainsi de suite, les colorants, etc., comme pour les additifs, quoi. On vous trompe, quoi, et puis vous êtes embarqué. C'est comme dans une cigarette, il y a tellement de produits. Pourquoi chacun a sa cigarette? J'espère qu'il n'y a personne qui fume ici. Pourquoi il y en a une telle marque, etc. Parce qu'il y a des additifs spécifiques. Il y en a 2, 3, il y a, je ne sais pas, des centaines de produits, mais il y a des additifs. Le sucre, c'est un additif. Vous voyez, le sel, c'est un additif. Tout est additif, c'est pour vous piéger. Oui, qui crée une dépendance après, en fonction peut-être de notre organisme, de notre profil, de notre... Voilà, on est piégé en permanence, ça c'est évident. Même les intolérances. Figurez-vous que les intolérances, ça vous crée une habitude. Et alors, quand vous arrêtez, il y a une inflation, tous les problèmes sont exaltés. Alors on reprend des intolérances, les produits qui sont intolérants. On est piégé partout. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et pourquoi le corps, tout d'un coup, justement, au moment où on lui retire quelque chose qui, à la base, lui est plutôt nocif, pourquoi justement cette réaction démultipliée et qui nous fait justement, qui nous incite à renouer avec finalement ce qui ne nous est pas favorable? Parce que vous lui avez apporté un changement, donc il faut qu'il réagisse, ça travaille. De même, par exemple, une bonne thérapie, en principe, ça aggrave. Votre situation est aggravée. Parce que, bon, le mâle, il est là, il est en hibernation, il fait sa sieste. Mais si vous le bouleversez, en prenant les produits, vous bouleversez tout le métabolisme va se réveiller. Vous allez être agressé. C'est comme le jeûne, pourtant. Le jeûne, c'est catastrophique quand vous faites le jeûne. Vous guérissez tout. Si vous faites un jeûne hydrique, c'est-à-dire vous mangez rien. À la russe, que de l'eau. Oui, pendant un mois, avec de l'eau peu minéralisée, ben vous allez voir, le premier jour, vous allez avoir une haleine de dromadaire. Après, donc, vous allez passer en acidocétose, vous allez avoir des maux de tête, des rhumatismes, donc etc. c'est le corps qui se dépollue. Oui, il se dépollue. C'est le mécanisme qui se met en route. Et puis alors, le cholestérol va se barrer, l'urée va se barrer, la triglycéride, etc. Et enfin, le 6e jour, c'est la sérotonine. Alors, pourquoi les randonnées, c'est plein? Vous savez, les randonnées et tout. Mais moi, j'ai fait un jeûne et randonnée l'année dernière. Et je sais à quel point la randonnée est importante quand on fait un jeûne, parce que ça, on peut en tout cas être un peu affaibli, c'est que ça relance la tension. Ouais, voilà. Et c'est vrai que le matin, au démarrage de la journée, on se dit « Oh là là, comment je vais gérer ça ?» Et à partir du moment où on commence la marche, le soir, on a une forme extraordinaire, parce que la marche, l'activité relance l'énergie et la tension, finalement. Mais ça va loin, parce que ça vous restitue certaines valeurs. Il y en a qui retrouvent la spiritualité, il y en a qui aiment bien la musique sacrée, puis on s'aime mieux. Hein? Alors déjà ça, puis plus sur affinité. Alors déjà, vous faites le plein d'une randonnée. Hein? Bon, ben, c'est évident. Hein? On revient en tout cas sur, on revient à l'essentiel. Enfin, non, mais à la fin d'un jeûne, je trouve qu'on revient
finalement à l'essentiel, et l'essentiel Oui, c'est reprend une saveur au sens le plus large du terme, Oui, et pas seulement alimentaire, vraiment global. On est bien. Alors, les gens, on a peur de la mort. C'est pour ça qu'on ne rentre pas dans le jeûne. Alors, le jeûne, donc vous purifiez, etc. Alors, on me dit, ben, vous prenez quoi que vous êtes nourri? C'est votre graisse abdominale, c'est le garde-manger. Il se transforme en cétones. Les cétones, donc, à partir de là, après, vous ne voulez plus arrêter. Mais, quand la faim revient, il faut stopper. Pourquoi? Parce que vous n'en avez plus, vous n'avez plus de réserve, et alors le corps va attaquer les protéines, c'est-à-dire votre cerveau et votre cœur, et vous risquez de mourir. Mais c'est bien fait, et pourquoi ça existe? Parce que du temps, par exemple, de Néandertal, c'était des chasseurs-cueilleurs. Des fois, ils n'avaient pas ils ne tuaient rien du tout, ils restaient une semaine sans manger. Eh bien, leur organisme s'est formé. Il y a eu un nouveau métabolisme dans ce cas-là, dont on hérite ici, maintenant par atavisme. Donc on peut remercier les ancêtres. C'est surprenant cette histoire-là. Donc je vous engage à jeûner, surtout, même en... Sur quelle durée d'ailleurs? Ça peut être même en une Déjà soirée, on voit déjà 15 jours, les effets. Si on décide un soir peut-être d'alléger justement l'apport alimentaire, il y a déjà des effets le lendemain matin. Mais on est vraiment bien au 6e jour. Ouais. Alors c'est bête parce qu'on arrête au 3e jour, bon, c'est répétitif, etc. Mais il faudrait, le mieux c'est un couple, hein, bon, mamie, elle a un peu de ventre, le papy, il a des rhumatismes, allez, hop, on ne fait plus à manger. Déjà, on ne boit que de l'eau. Et on s'entraîne. Il y a le papy qui va au frigo, la mamie, et non. Hop. Je crois que même pour réussir le premier jeûne, il faut sortir de son quotidien quand même. Je pense que ça aide. Oui, si le décor change, oui. Ouais, oui. Je trouve que oui, c'est exact. Ça aide en tout cas pour le premier. Après, on peut avoir la motivation, etc. Alors, on va poursuivre. Sur les perturbateurs endocriniens. Parce que, alors, alors, maintenant, c'est rentré. Il y a 2 présidentiables qui en parlent. Ah bah oui, enfin oui, pas ceux qui sont très bien engagés, hein. Bon, et pourtant. Alors, c'est quoi les perturbateurs endocriniens? Donc, c'est des hormones femelles de synthèse. Attention, le soja vous donne amplifie vos hormones femelles. Il faut faire attention, il faut prendre du soja fermenté. Il n'y a plus de diazodinine, c'est-à-dire c'est l'hormone femelle. Hein. Donc sachez ça, il faut prendre plutôt du tempeh et du miso. Bon, peu importe. Alors depuis l'apparition des produits chimiques, ça remonte vers les années 50, il y a eu les pesticides, les organochlorés, organoazotés, les plastifiants, dont je vous parlais de bisphénol, les PCB, la dioxine. La dioxine, c'est un peu l'orange que les Américains, c'est un désherbant pour supprimer donc les herbes. Alors vous avez la téflon, hein, la casserole téflon, adhésif sur poêle et casserole qu'on met. Vous avez les organochlorés, vous avez le chlordécone. C'est un moyen mnémotechnique, c'est pas mal, le chlordécone, des plantations de bananes. Donc c'est un insecticide interdit qui donne le cancer de la prostate. Et qui a découvert cela? C'est le professeur Belle-Pomme. Et alors moi, je l'ai appelé professeur Belle-Banane. Je suis un copain, il a rigolé, bon, parce qu'il nous a sauvé des bananes. Maintenant, vous avez des bananes bio. Sinon, ça ne se vendait plus. Alors les médicaments comme les pilules contraceptives, c'est pas bon du tout. Hein. Maintenant, j'ai vu ce matin dans le Parisien que beaucoup de femmes ne prennent plus ça, mais prennent leur température. On revient à ce qu'on apprenait, donc avec la chaleur et tout, en naturopathie. Il y en a qui prennent du TSH, vous vous souvenez, parce qu'on se connaît et on a été dans les émissions à D8, et j'avais dit que tous ceux qui prennent un traitement substitutif hormonal, c'est 40% de cancer du sein. Et alors, évidemment, ça a fait explosion, et puis finalement, tout le monde a reconnu que tous ceux qui ont pris un traitement substitutif hormonal dans la ménopause, c'est-à-dire chimique, ben, il y avait 40%. Hein. Alors, vous avez les conservateurs très employés, les parabènes, les détergents, tout ça, les retardateurs de flamme présents dans les matelas en mousse, dans un certain nombre de revêtements. Vous avez le tribosan qu'on trouve dans le salvon et le dentifrice, ça bloque le... Triclosan, que je dis. Et qu'on trouve donc dans le dentifrice, ça bloque le neurodéveloppement des bébés. Et ça atteint les muscles, etc. Et
Alors, malheureusement, ils ne font pas d'analyse parce que quand on leur demande, ça fait 200 millions par produit. Alors, il faut savoir que les valeurs toxicologiques sont basées sur la dose. Et la dose, c'est énorme. Alors que la plupart de ces perturbateurs donc endocriniens, qu'ai-je dit les dégâts sont plus acute, plus aigus en petite dose. Vous voyez, paradoxalement, la petite dose, elle vous tue plus que la grosse dose. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que je cite les conséquences. Hein? Alors, donc, vous savez que les cancers du sein et de la prostate ont explosé. Ce sont des cancers hormonodépendants. Et de plus en plus jeunes. Moi, c'est ça qui m'interpelle autour de moi. C'est incroyable. Ah oui, ça a explosé littéralement. Alors, on leur donne en plus un produit qui est à base de HIF, Taxotere, etc. Les cheveux tombent, etc. Enfin, c'est catastrophique, alors qu'il y a un bon produit, le brocolinum. Il faut donner du lin et de l'indole 3 carbone. Hein. Il y a des produits naturels, vous prenez 2 gélules, c'est pas la peine de passer par tous ces produits à vie, hein, ça c'est évident. Est-ce que là, alors ça vous donne au niveau de la mère, la mère gravide qui a un enfant, ça va donner des malformations des bébés, prématurité, développement perturbé du cerveau, puberté précoce et impact au niveau des hormones thyroïdiennes lors de la grossesse. Donc, déjà, quand vous touchez la thyroïde, ça c'est à telle enseigne que dans un cocktail, on a pris les urines d'une femme enceinte qui avait 15 produits de PE, eh bien, on l'a donné dans une culture de têtards. Les têtards ont été bloqués, ils ne sont jamais devenus des grenouilles. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que le nombre d'endométriose qu'il y a, je lis toutes les semaines une actrice qui ne peut pas avoir d'enfant. Il y a Evira ou Elira, bon, enfin, je ne les connais pas. Il y a Laurie, enfin, il y a un paquet de... On va croire que je suis dans ces revues-là. Bon, ça m'arrive. Hein, bon. Et alors, les pauvres filles, alors, elles sont... Il faut... alors, il y a endométriose, les fibromes. Les fibromes, donc... qui sont, alors vous pouvez déjà en un premier temps, il y a trop d'hormones femelles, donc il faut les diminuer. Comme pour le syndrome prémenstruel, dans la première partie d'un syndrome prémenstruel, vous donnez une folliculinum. Alors en homéopathie, quand vous donnez des doses basses, ça veut dire que ça stimule en 4, 5, 7, et vous donnez en 15, ça freine. Donc vous donnez folliculinum pour faire tomber l'œstrogène. Déjà, les douleurs dues à l'endométriose, au fibrome et au syndrome prémenstruel, ça disparaît. Plus, évidemment, il y a toute une stratégie que j'ai mis dans un livre, les 100 maladies, etc. Je vais le sortir dans la lettre hebdomadaire parce que, bon, il n'y a pas... sur les 650 000 lecteurs, il y en a peut-être 2 000 qui ont ça, ou 5 000, ou je ne sais pas, la proportion de 15 et 20 %, ça fait 35 %. Oui, ça peut faire 200 000. Hein. Bon. Alors, on pourrait encore parler de plein de choses, notamment l'atmosphère, la toxicité au sein de l'habitat. Voilà, donc le temps file. Ce que je vous propose, c'est peut-être justement de vous donner la parole, parce que j'imagine que cette première partie a dû vous interpeller. Alors, si vous voulez poser des questions, partager des commentaires, s'il y a des points que vous souhaitez aborder pour lesquels vous êtes venus, eh bien, on peut échanger maintenant. Alors, on aura encore beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, on avait encore prévu d'évoquer beaucoup de choses. Le compteur, Linky, les problématiques des appareils électriques qu'on laisse en veille, aussi bien tous ces appareils électriques aussi destinés à notre bien-être et à notre santé. Je pense aux appareils auditifs, ça aussi, ça fait partie des pollutions. Je vous propose, voilà, on pourra encore parler de plein de choses, mais c'est aussi intéressant d'avoir ensemble un échange et de vous donner la parole pour pouvoir répondre aux questions, aux interrogations qui vous ont peut-être... Qui lève la main? Voilà, est-ce que le jeûne peut avoir un impact sur l'hyperthyroïdie infraclinique, c'est-à-dire asymptomatique. Non, ça Donc ça c'est joue pas la peine que je jeûne. Alors. Ça rééquilibre tout le métabolisme, puisque tous les effets négatifs s'en vont, ça n'en a pas, mais il faut d'abord, il y a une chose, les médecins ne prennent jamais le taux d'iode. En hypothyroïdie, souvent, le taux d'iode est faible, parce qu'avant, il y avait le crétinisme des montagnes. Il y avait une hypothyroïdie, ben, c'est connu, les montagnards.
Il avait une carence en iode et il mangeait du chou qui chélatait l'iode. Enfin, en dehors de cela, ça soigne bien maintenant la thyroïde. Dans la thyroïde, le déclenchement, c'est toujours un stress. Le stress, il fout la pagaille. La thyroïde, c'est le deuxième organe par rapport au 7 géré par l'hypophyse. Elle assure tout. Tout, les hormones, la croissance, etc. Et dès lors que vous êtes en hypothyroïdie ou en hyper, c'est plus compliqué l'hyper, eh bien tout le système va être chagriné. Et on est mal foutu, on est fatigué, on ne dort pas, enfin, alors qu'il y a des solutions. Hein. Mais surtout pas l'évothyrox. Surtout pas l'évothyrox, c'est interdit par l'AFSAS. L'AFSAS, c'est-à-dire que l'évothyrox, il stimule l'hormone T4. La T4 n'est pas active. C'est la T3 qui est active. Et alors, pour rendre la T4, on la transforme en T3 grâce à 6 cofacteurs. Il faut du molybdène, il faut de la vitamine D, il y a des 5 qui sont dans le produit qu'on appelle Thyrégule. Et vous n'en prenez que 2. Sinon, comme ça ne marche pas, vous commencez à 25 mg, vous arrivez à 150. Et ça ne marche pas. Donc, il y a ça. Et puis, si c'est une maladie auto-immune, il y a un produit qu'on appelle l'immunosuppresseur. Comme il y a un emballement, on donne l'immunorégule qui va calmer un peu ce débordement immunitaire. Merci. Et c'est dans mon livre, Les pathologies de la thyroïde, comme il y en a 20 à 25%, très peu d'hommes, mais les hyperthyroïdies. Alors, la première question, donc, Madame pèse 40 kilos et malgré le fait de s'alimenter, de manger, voilà, elle a un tempérament où elle ne prend pas de poids et elle demandait si c'était possible pour elle de vivre cette expérience du jeûne. En dépit de son poids, voilà. Non, en principe, si vous n'avez pas de réserve, vous jeûnez 2 jours, 3 jours, mais si vous n'avez pas de réserve abdominale, c'est pas la peine. Vous allez épuiser ça et on va attaquer les protéines, vos éléments nobles, comme ce que je viens de vous dire. C'est uniquement pour déjà, en principe, un homme qui mesure 1m75, qui mesure 75 kg, il peut jeûner 1 mois. Moi, j'ai accompagné des jeûneurs facilement qui tenaient 1 mois, on ne meurt pas. On ne meurt pas, mais je vous l'ai dit, dès que la faim revient, oulala, faut arrêter. Et puis après, faut jamais reprendre une alimentation massive comme avant. Il faut y aller crescendo, des tisanes, etc., etc. La question, c'est quand on n'a plus de glandes thyroïdiennes. Il était brûlé par les iodes radioactifs. Ben alors, malheureusement, il faut prendre des thérapies à vie. Évidemment, c'est ça qu'est-ce que je voudrais. Mais vous devez bien savoir que si on vous supprime toute une glande, d'abord, il faut être débile, il faut être assassin pour enlever et c'est à vie que vous avez ça. Oui, mais surtout, ne prenez pas des produits toxiques comme l'évothyrox. Il faut prendre Thyrégule, puis alors vos stress ne seront pas gommés. Il faut prendre Quiteful, qui est un des meilleurs tranquillisants. Mais c'est à vie, ils devraient le savoir. Normalement, aux États-Unis, ils portent plainte. On devrait porter plainte, ça c'est évident. Ça. On va passer évidemment aux produits, aux thérapies qui peuvent accompagner cette dépollution. Alors, on a bien compris que c'était une eau qui a une teneur plus élevée en oxygène. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle est davantage justement oxygénée, cette eau? So we use a special technology. Donc ils utilisent une technologie spéciale. We're not using any chemical sans produits chimiques ni or rien. any outside source of oxygen. Et pas d'autres sources externes d'oxygène. High pressured oxygen into the water. Donc c'est un oxygène à haute pression dans l'eau. But we're changing the hydrogen and oxygen relation. Mais ils changent la relation entre l'hydrogène et l'oxygène dans l'eau. And we can keep it absolutely stable condition. The oxygen stays in stable condition. L'oxygène reste très stable dans l'eau. That's why it's different than any other Donc process. c'est pour ça que c'est très différent de tous les autres processus et toutes les autres eaux. Alors elle vient d'où, cette eau? The water is coming from Budapest, close to Budapest, 200 kilometers from the mountains.
Donc ça vient près de Budapest, à 200 km de Budapest, dans les montagnes. And also unique is it's only not just drinking the water, we taking a soak in it. We stay in the baths in the water. Donc en fait, c'est pas juste boire l'eau, mais c'est aussi la balnéothérapie, donc c'est aussi être dans le bain d'eau. And we have 8 centers in Hungary working with this, with the National Institute of Oncology Hospital at the moment. Donc il y a 8 centres en ce moment en Hongrie qui travaillent avec, National Institute of Oncology Hospital. avec le National Institute of Oncology, l'hôpital d'oncologie national. Alors en termes de concentration par rapport à une eau classique, si on devait avoir une mesure, on a bien compris que la concentration en oxygène est démultipliée. De combien? De quel ordre par rapport à une eau classique? Normal water is, compared to normal water, is only 8 times higher oxygen in there, not higher than that, only 8 Donc times. seulement 8 fois plus, pas plus que ça. But que les autres eaux. this one give us a very safe way, so we don't promote redox into the body. We only put normal oxygen into the cells. Donc c'est seulement l'oxygène normal qui entre dans les cellules. Et c'est quelque chose de très sûr et très... c'est pas nocif. When you don't drink enough water, your cells cannot purify itself from all the toxins. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vos cellules ne peuvent pas se purifier des If you would drink 3 liters of water, 1.5 liters of this every day, 1.5 liters of Si vous this, buvez 1,5 de litres 50% par of jour, all your problem is gone. 50% de vos soucis sont partis. And no Disparaissent. magic. Il n'y a pas de magie. It's just detoxification. C'est juste la détoxification des cellules. Sorry if I'm running out of time. Non, non, non. Docteur Willem, un petit Non. mot peut-être sur l'Okakoun. Alors, le potentiel membranaire. Alors, si vous êtes en bonne santé, il faut que ça soit moins de 70 millivolts. L'état inflammatoire, moins 50 000 millivolts. Le cancer, moins 20 millivolts. La mort, 0. Alors donc, enfin, le mort ne va pas le situer, hein, c'est les héritiers. Et alors, vous avez aussi les marqueurs sanguins de l'oxygénation. To know if you have enough oxygen. Yes. Bon. Vitamine C, redox, natural killer, hein, c'est les lymphocytes tueurs, ils doivent être élevés. Un autre, alors en revanche, vous avez une autre molécule, un autre test, HIF, c'est-à-dire Hypoxia Inductible Factor, normal entre 65 et 285 microgrammes. Donc vous avez des marqueurs, vous commencez, vous les faites. You practice systematically these Every patient. in your In my clinic, every Bon. patient have Bon. this. Chaque patient. Et après, on voit après Automatiquement. qu'est-ce que ça donne et les marqueurs sanguins pour voir votre oxygénation, donc si ça marque. Donc c'est pas du vent. Alors on va faire déjà un point sur le ginkgo biloba parce que le docteur Willem le disait, c'est une plante sacrée pour plusieurs raisons. On va expliquer pourquoi justement on la nomme ainsi, parce que c'est une plante très symbolique en Asie. Et justement tout à l'heure on parlait du nucléaire, c'est intéressant. Alors quelques points. Alors déjà, c'est la plus vieille espèce du monde puisqu'elle a 150 millions d'années. Pour beaucoup de gens peut-être le savent, c'est la seule plante le seul arbre qui a résisté à l'irradiation d'Hiroshima. Et pourquoi on l'appelle aussi l'arbre aux 1000 écus? C'est parce que les feuilles sont jaunes, donc quand elles tombent sur le sol, ça tapisse autour de l'arbre. On a l'impression d'avoir un tas d'écus autour de l'arbre. Voilà, le sol en or. Alors, plus vieille espèce du monde, on va faire un tour d'horizon des propriétés de la plante. Docteur Willem a déjà posé 2 piliers, mais elle a aussi un champ panoramique, cette plante. Donc, on le disait, antioxydant. Alors je crois que déjà il faut parler, les premiers écrits datent d'il y a 2700 ans, où à l'époque la médecine chinoise existait, et on mangeait l'amande qui est le fruit du ginkgo biloba pour tonifier l'énergie du poumon.
de par mon cursus, moi j'ai toujours aimé la corrélation entre médecine énergétique et médecine scientifique, ce qui permet de ne pas être dogmatisé par l'un ou par l'autre. Et il faut savoir qu'en médecine chinoise, le ginkgo biloba va agir sur l'énergie du poumon, qui est le filtre du corps. Elle fait partie des 3 plus grandes Donc, plantes poumon, de la pharmacopée oxygène, chinoise. Tout est cohérent, hein, Ouais, finalement. avec l'angélique Ouais. chinoise et l'astragale. Mhm. Et effectivement, en termes de principes actifs, on va trouver des flavonoïdes qui auront les efficacités thérapeutiques qu'a pu citer, excusez-moi, je tendance à regarder sur les couteaux plutôt qu'en face, le docteur Jean-Pierre Villem. Donc effectivement, il y a un côté vasodilatateur, il y a un côté antioxydant et anti-inflammatoire, et il y a une stimulation de la circulation sanguine périphérique. Alors, il y a 2 principes. Il y a les ginkgolides et la deuxième partie. Tu as les terpènes, les Non, flavonoïdes. parce qu'attention, il y a une action anticoagulante, il faut dire. Il faut faire attention au niveau des plaquettes, parce qu'on risque d'avoir des problèmes. Là. Hein, il y a les flavonoïdes qui sont antioxydants et il y a le ginkgolide qui recèle comment on appelle ça, hein, des éléments anticoagulants. Donc il faut faire gaffe, il ne faut pas en prendre si vous êtes hémophile ou si vous êtes suivi, si vous avez le Préviscan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les produits chimiques seront un jour appelés à disparaître, tous. Et alors on en bousille un, on en supprime un à peu près tous les 6 mois. Vous avez eu 2 paquines, maintenant c'est Préviscan. Comme il y a 4000 produits, donc j'ai calculé, c'est dans 2600 ans, il n'y aura plus de produits chimiques. Et moi, je serai toujours là pour comptabiliser l'affaire. Alors quand même, de manière pratique, Ouais. là on est sur quelle concentration, Ah oui. on est sur quelle posologie, à quel moment il est le plus optimal de prendre du ginkgo biloba pour justement en optimiser les effets. Si on veut optimiser le filtre, autant optimiser dès le matin. Le matin à jeun? Le matin à jeun, effectivement, donc prendre 3 gélules, ce qui suffit largement vu la concentration du produit, parce qu'on est en extrait standardisé. Il y a 24% de flavonoïdes à l'intérieur, ce qui permet effectivement de répondre aux besoins et ne pas dépasser la posologie parce que ce serait gaspiller le produit. D'accord. Donc là, sur quelle durée? Gaspiller le produit. On est sur quelle durée? Là, on est sous forme de cure? 2-3 mois de traitement. Moi, ma spécialité, c'est quand même la médecine traditionnelle chinoise. Oui. Donc, énergétiquement, je ne crois pas au cycle court. Voilà. Je pense qu'effectivement, il y a des cycles longs à mettre en place. Faire des cures de 2 à 3 mois. Après 3 gélules, il y a des personnes qui sont beaucoup plus réceptives que d'autres aux produits. Donc, on peut descendre également la posologie. C'est en fonction de son ressenti. Mais l'idéal, effectivement, c'est 3 gélules par jour pendant 2 à 3 mois de traitement. Après, faire une cure, pas un arrêt, 1-2 mois, et reprendre le traitement.